Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, la nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Entrepreneurs, artistes, responsables communautaires ou encore dignitaires et politiques, venez découvrir les parcours singuliers de celles et ceux qui font vibrer la francophonie locale. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Xavier Lambert. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview qui, je le rappelle, est dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle également, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant ces personnalités de la communauté francophone qui font briller cette communauté par leur talent ou leur dévotion. Comment ça va, Xavier, aujourd'hui? Ça va super bien, Nathalie. Écoute, moi, je suis très contente que tu sois en notre compagnie. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de toi et retracer un petit peu ton parcours de vie. Alors, avant toute chose, Xavier, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 et nous dire également d'où tu viens et où tu es né? Eh bien, je m'appelle Xavier Lambert et je suis, comme vous l'avez sûrement remarqué avec mon accent, je suis originaire de France, de Bretagne, donc je suis un Breton. Un Breton expatrié, mais depuis très longtemps, parce qu'en fait, je suis au Canada depuis, j'essaye de calculer, 44 ans maintenant au Canada. Donc, vraiment, la France, ça commence à faire déjà pas mal loin en arrière, mais j'y retourne de temps en temps. Alors, Kenavo, comme on dit chez toi, du coup, parce que Kenavo. c'est ça qu'on dit. Exactement. Alors, tu parlais justement de ton... Tu es né en Bretagne. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance et un en particulier ou plusieurs que tu pourrais partager avec nous et pourquoi spécifiquement? Alors, mes souvenirs d'enfant, je dirais, ce sont des souvenirs pour un Breton, les étés passés au bord de la mer. Donc, mes parents avaient une petite résidence au bord de la mer sur la côte bretonne et je faisais beaucoup de voile. Donc, j'ai été un peu bercé par la mer au début de ma vie. C'était donc des étés sur, tu sais, les plages estivales de Bretagne avec les bains de mer, la pêche à pied, les moules, les coques et puis le bateau, les voiles. Ça, ce sont vraiment les souvenirs que j'ai de mon enfance en Bretagne. Ça me surprend que tu parles pas de beurre salé parce que pour avoir pas mal d'amis bretons, Ouais. s'il y a bien quelque chose qu'ils me disent à chaque fois, c'est le beurre salé Ah, et les mais oui, petits mais beurres. tu sais qu'il y a tout le beurre en Bretagne est salé de toute manière. Donc, tu vois, pour un Breton, ça ne viendrait pas à l'idée de tout. En fait, c'est très difficile. Même, non, aujourd'hui, si tu vas dans les magasins, je crois que tu vas trouver du beurre non salé, mais c'est en général salé. Alors, on va rester dans cette période du début de ta vie pour le moment. Est-ce que tu te rappelles quel était ton rêve quand tu étais enfant? Ou en tout cas quand tu étais adolescent? En quoi tu te rêvais plus tard si tu devais te projeter? Ouais, je crois que très tôt, j'étais attiré par les voyages. Très tôt, j'ai été attiré par l'extérieur. Je me souviens que j'étais en fait assez jeune, j'avais une sorte de radio avec des ondes courtes, tu vois, puis j'écoutais des radios de très loin, des États-Unis, d'un peu partout le monde. Et donc, j'ai toujours eu cette attirance vers sorte, non pas que je voulais nécessairement quitter la Bretagne, mais j'avais certainement un désir d'aller voir ailleurs, c'est certain. Et après, du coup, en grandissant, est-ce que tu as fait des études justement pour pouvoir voyager? Est-ce que tu te voyais, par exemple, dans l'aviation? Est-ce que tu te voyais dans le commerce? Parce que voyager, malheureusement, c'est pas un métier. C'est pas un métier, tu as raison, tu as raison. Mais j'ai fait des études d'anglais, donc j'ai fait la formation des enseignants d'anglais en France. Donc j'ai même enseigné pendant un an en France. Donc l'anglais a été un peu un passeport évidemment pour le voyage, assez facile pour moi. En termes de profession, je suis venu à l'enseignement assez naturellement.
Mais j'avais envisagé, je crois que ma mère me disait que je voulais être journaliste. Et tu vois, c'est très drôle parce que lorsque je suis passé à Choc FM, c'était un peu un retour à une autre peut-être passion que j'avais loin enfouie dans mon esprit. Mais j'aimais bien, par exemple, tu vois, faire le commentateur de sport, c'est commenter un match, tu vois, de football, tu vois, ou de quoi que ce soit. Et j'aimais bien faire le journaliste. Ouais. Et alors, du coup, de cette enfance, adolescence, puis après, quelques pas aussi dans le monde professionnel en France, comment tu as atterri à Toronto? Puisque nous, on s'est rencontrés justement par le fait que tu sois à Toronto. Oui. Comment, de la Bretagne, Kenavo, on part à Toronto? Alors, j'étais à l'Université de Bretagne. Je faisais donc des études d'anglais. Je finissais mon diplôme d'enseignant. Et à l'époque, tous les étudiants de langue devaient passer un an dans un pays anglophone à l'extérieur. Donc, c'était plus ou moins, je ne sais pas si c'était obligatoire, mais c'était plus ou moins obligatoire. Donc, je me souviens un jour, j'étais dans le couloir de l'université. Il y a un enseignant est sorti du bureau et me dit, ah, ben, il y a un poste de lecteur de français à Toronto, au Canada. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? J'ai dit, oh oui, ça m'intéresserait. Et puis, j'ai eu le poste. J'ai donc fait un échange avec l'Université de Toronto pendant un an, où là, à ce moment-là, j'étais lecteur de français. Donc, j'enseignais le français à l'Université de Toronto. Pas comme professeur à plein temps, là, mais un peu comme un assistant de professeur, tu vois. Euh, donc, j'ai passé un an à l'Université de Toronto. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, le Canada m'a beaucoup plu. Et puis, en fait, je suis resté. Je ne suis jamais retourné en France. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que cet échange de cette... Parce que quand on part avec, juste pour un an ou quelque chose comme ça, on part avec un visa, logiquement. Comment après de ça, tu restes et Alors, oui, mais tu rentres plus en Bretagne? oui, il faut que tu saches, Nathalie, qu'à l'époque, il y a 44 ans, les personnes qui voulaient venir au Canada ne passaient pas par le parcours du combattant que vous faites aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et puis, j'ai aussi épousé une Canadienne. Donc, pour moi, l'immigration, quand j'ai fait l'immigration, c'était un rapprochement de famille. Et donc, je n'ai jamais eu à postuler, tu vois, à travers les demandes d'immigration. Enfin, bien sûr, j'ai fait une demande d'immigration, mais étant l'époux d'une Canadienne, je n'avais pas, c'était en fait plus ou moins une formalité. Oui, t'as pas eu à passer comme la Non, plupart d'entre nous par la case visa, la case extension de visa, la case résidence permanente avant de pouvoir enfin toucher le Graal et le passeport canadien, en non, fait. non. À l'époque, je pense que c'était plus facile que l'est aujourd'hui. Mais en plus, moi, donc, c'était évidemment, c'était c'est parce que j'étais l'époux d'une Canadienne, donc je n'avais pas passé par ces formalités-là. Alors, du coup, tu arrives au Canada avec ce poste de lecteur. Ça Oui, m'intrigue un peu parce que pour moi, un lecteur, c'est quelqu'un qui fait la lecture, comme, c'est ça, oui. tu sais, les émissions un petit peu littéraires la nuit où on te Oui, lit un livre un petit peu. J'ai l'impression que c'était un peu ça, mais dans ma tête, ça me fait ça. Enfin, ça me parle comme ça. ouais, non. Non, alors je devais enseigner 12 heures des cours de français. Je me souviens que c'était aux étudiants de deuxième année, je crois, à la faculté, à l'Université de Toronto pour le département de français. Donc, j'enseignais 12 heures. Je me souviens que j'enseignais un cours de grammaire. C'était très drôle parce que la grammaire française, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Mais c'était bien. Et puis, je faisais des cours de conversation également. Et en plus, j'étais ce qu'on appelle French Dawn, c'est-à-dire que j'étais dans la résidence de l'Université de Toronto et j'aidais les étudiants qui étaient en résidence à faire des devoirs en français. J'animais un club de discussion en français. Alors, je me souviens, j'ai des anecdotes assez drôles parce que le club de français, ça consistait à peu près à fallait que j'aille acheter du vin et du fromage. Et puis, une fois par semaine, j'organisais une rencontre avec les étudiants qui étaient étudiants en français à Toronto. Discussion, conversation. C'était assez chouette, hein, et j'étais nourri, logé, et je me souviens à l'époque, c'était très bien payé pour 12 heures. Ça m'a permis de vraiment voyager beaucoup au Canada parce que je pouvais me le permettre financièrement.
C'était très, très avantageux. Et c'était un superbe entrée en matière vis-à-vis du Canada. Puis ça a dû aussi te permettre de rencontrer plein de gens parce que quoi de mieux qu'un Oui, apéritif? En oui. plus, nous, avec notre culture française, franco-française, on Mm. sait bien quoi de mieux qu'un petit verre et un petit bout de quelque chose à manger pour pouvoir faire des rencontres. Ah oui, en plus, j'étais à Trinity College, qui est vraiment le collège très, très huppé de l'Université de Toronto, et où la grande majorité à l'époque, des garçons et filles de familles très aisées au Canada venaient. Et je me souviens que Marc Garneau, par étant l'astronaute, était l'un des étudiants lorsque j'étais à, à Trinity. En fait, c'est assez frappant parce que j'essaie de me remémorer, mais pas mal de gens qui sont entrés en politique plus tard au Canada étaient à Trinity College quand j'y étais en 1978. Tu vois, Nathalie, ça remonte à longtemps. Oui, j'avoue, j'étais même pas née là pour le coup. Alors, du coup, tu parlais que ce poste t'a permis de voyager justement. Oui. Parle-nous un petit peu de ces voyages. Qu'est-ce qui t'a marqué? Toi qui viens d'une région de France où Mhm. enfin, c'est assez particulier la Bretagne pour ceux qui connaissent pas. Ouais. C'est des grandes étendues, il y a la marée, il y a tout ce côté folklore aussi. Le Mhm. Canada, c'est différent. Il y a plein de trucs, il y a Oui, de c'est très grands différent. espaces. Oui, vraiment de belles expériences. Je me souviens qu'un des étudiants m'avait acheté. En fait, c'est pas très loin d'où j'habite aujourd'hui maintenant, parce que je n'habite plus à Toronto. J'habite dans le nord, un peu plus au nord de Toronto. Et un des étudiants avait acheté pour $30 une petite cabane qui servait de plus ou moins de refuge pour les employés des chemins de fer. Tu vois, les employés des chemins de fer avaient besoin de sortes de petits refuges où ils pouvaient, j'imagine, il y avait des chambres, il y avait un poêle. On ne pouvait pas y accéder par la route. C'était donc le train arrêtait. Et on avait passé un week-end et je me souviens m'être promené dans la neige. Je me disais, waouh, c'est vraiment super. Et je pense que c'est probablement de façon inconsciente, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je resterais au Canada. C'est les grands espaces et cette neige et cette nature Oui, oui. abondante Oui, qui t'a et séduit. j'ai des souvenirs on était allé, il y avait une autre cabane un peu plus loin et il me disait, tu sais, la dernière fois que je suis venu, on a retrouvé une dame morte dans la cabane. Elle était amérindienne et en fait, elle vivait totalement en autarcie et un jour, quelqu'un l'a retrouvée décédée. Et il y avait vraiment cet énorme silence et cette immensité blanche. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué. Tu m'étonnes. Ce coup de la dame dans la maison, oui, tu m'étonnes. Mais du coup, donc là, on est au début de ta carrière au Canada. Oui, Est-ce que après, tu peux nous expliquer comment les choses se sont enchaînées et de quel poste pour arriver ouais. là où tu es maintenant? Alors donc, j'ai passé cette année à Toronto, donc comme lecteur. À la suite de ceci, j'ai fait un long voyage dans l'ouest du Canada. J'ai pris le train. Donc, c'était une chose que mon beau-père m'avait conseillé. Il me disait vraiment, mon futur beau-père à l'époque, parce qu'on n'était pas encore mariés, et si tu veux vraiment voir le Canada, prends le train et va jusqu'à Vancouver. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris le train à travers le Canada. Je me suis arrêté à Sudbury, Winnipeg, Saskatoon. Je suis arrêté dans les Rocheuses, Banff, Jasper. Je suis allé à Vancouver. On est allé sur l'île de Vancouver, Tofino. Donc, j'ai vraiment découvert le Canada d'est en ouest. On parlait de voyage. Ça, c'était un voyage que j'ai fait l'été qui suivait mon poste de directeur. Et en hiver, j'ai fait pas mal de voyages au Québec. Euh, Parce que enseigner 12 heures par semaine, tu peux imaginer que j'avais pas mal de, Ça laisse du temps libre, et j'avais, oui. j'avais du temps libre, tu vois. Et en plus, comme c'était très bien payé, je pouvais me permettre d'aller à Montréal pour le week-end, Québec pendant l'hiver. C'est là que j'ai appris vraiment à aimer le ski de fond. C'est au Québec à l'époque. Et puis, je suis allé aux États-Unis aussi beaucoup. J'ai une partie de ma famille qui est américaine. Donc, je suis allé voir une tante que j'avais aux États-Unis. Donc, j'ai pas mal voyagé, New York, Philadelphie, Chicago, Détroit. Donc, j'ai vu pas mal de l'Amérique du Nord.
durant cette année-là. Ensuite, je suis allé enseigner brièvement aux États-Unis le français dans un collège dans le Vermont. Et puis, je suis rentré en France pour faire ce qu'on appelle le service militaire. Tu vois? Ah oui, Donc, moi, ça je connais. je fais partie de cette génération qui avait encore le service militaire, tu vois. Et j'aurais pu choisir de ne pas le faire. Il m'avait plus ou moins donné l'option, mais je voulais pas couper les ponts avec la France. Et puis, je crois qu'à l'époque, si j'avais décidé de retourner en France pour enseigner pour la fonction publique, tu vois, je crois que le service militaire, il fallait l'avoir fait, tu vois. Donc, je voulais. Et en fait, c'était très bien parce que là aussi, j'ai eu pas mal d'opportunités. Ils m'ont pris comme interprète auprès d'un colonel de l'armée française en Allemagne. Donc, je me baladais avec ce colonel dans toutes les bases américaines et canadiennes, parce qu'à l'époque, il y avait des bases canadiennes, tu vois, en Allemagne de l'Ouest, tu vois. Je servais plus ou moins d'interprète avec lui. C'était vraiment le truc vraiment super. Et je connaissais toutes les bases américaines à l'époque, c'était l'Allemagne de l'Ouest, tu vois, et les bases canadiennes. Et puis après, je suis retourné au Canada. Comme cette fois-ci, on s'était mariés dans l'entretemps. Donc, je suis arrivé au Canada cette fois-ci comme résident permanent à la suite. Ceci dit, j'ai refait les études d'enseignement. J'aurais pu faire traduire mon diplôme français pour enseigner au Canada, mais j'ai choisi de refaire la formation des enseignants ici en Ontario. Donc, j'ai passé un an à l'Université d'Ottawa pour obtenir mon brevet d'enseignement de l'Ontario. Et on m'a Des engagé. études que tu as fait en français ou en anglais du coup? Je les ai faites en français, ces études-là. C'est pour enseigner le français au Canada. C'était prévu que j'enseigne l'anglais en France, mais en fait, j'ai fini par enseigner le français au Canada, tu vois. T'as switché. Suite à cette année de formation, très tôt, j'ai reçu une offre d'emploi à Toronto. Et donc, j'ai enseigné un petit peu de la première année maternelle jusqu'à la 10e, 11e année, tu vois, le secondaire également, pour le conseil anglophone, Toronto District School Board. Donc, j'ai enseigné l'immersion française pendant pas mal de temps. Et puis, ensuite, j'ai basculé pour le conseil francophone via Monde et j'ai été directeur d'école pour le conseil scolaire via Monde, directeur d'école secondaire pendant 10 ans. Et puis, suite à ça, j'ai pris ma retraite. Voilà, Nathalie. Un CV bien rempli, ça j'aime bien les histoires comme ça, moi. Parce que forcément, je me dis, au cours de ta carrière, tu as rencontré beaucoup d'élèves et en général, ça laisse des traces. Je me demandais si tu avais des petites anecdotes d'élèves qui t'ont marqué, parce que forcément, quand on enseigne le français au Canada, on a encore plus d'anecdotes que quand on enseigne le français en France. Mhm. Quand bien même on en a beaucoup des anecdotes, je pense, mais tu dois Oui, forcément en avoir quelques-unes. oui. Alors, ça arrive souvent par des anecdotes. Maintenant, parfois, j'entends mon nom, Monsieur Lambert, Xavier. Et là, je reconnais pas la personne, tu vois. Et puis, c'est là qu'ils s'identifient. Bah oui, vous étiez, j'étais leur prof quand ils étaient très jeunes. Alors, j'ai même rencontré des anciens étudiants qui ont des enfants, tu vois, à Viamonde, tu vois. Donc, là, ça ne me rajeunit pas quand vous voyez ça. Ouais, les Mais, générations qui ouais, tournent, tu c'est dis, oh ça. là! Ouais. Ou alors, j'ai même eu des gens qui me disent, bah oui, en fait, tu étais le prof de ma mère. Donc, tu vois, c'est arrivé. Oui, puis des anecdotes d'étudiants, oui, souvent des choses très drôles, des très bons souvenirs. Lorsque j'étais enseignant, je faisais beaucoup de sport avec eux. Et j'avais souvent un club de course à pied ou de soccer, des choses comme ça. Une chose je pense, qui a marqué beaucoup mes élèves, c'est que pendant au moins une dizaine d'années, j'emmenais mes élèves au Québec une semaine Comme une classe verte. dans un centre de plein air en plein hiver. Et donc, je les emmenais pour une immersion en français dans un centre de plein air au Québec. Et c'était vraiment super parce qu'on passait 2 nuits, on montait à ski dans les montagnes et puis on passait 2 nuits dans une cabane avec
comme seulement une chaudière et puis vraiment deux plateformes, une plateforme surélevée pour les filles, une plateforme plus bas pour les garçons. Et une anecdote qui est très drôle, je m'en souviens même l'autre jour, c'est un matin, on a dû casser la glace à l'extérieur de la porte pour pouvoir ouvrir la porte parce qu'il faisait très chaud à l'intérieur, tu vois, et ça avait fait fondre la neige à l'extérieur de la cabane. Donc, c'était formé une pellicule de glace. Et je me suis dit, après coup, je me suis dit, waouh, on aurait pu être enfermé dans la chaudière. On a dû presque défoncer la porte pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir sortir, tu vois. Mais les élèves ont eu des très, très beaux souvenirs avec les aurores boréales, la nuit, la neige, le ski. Je pense que c'est quelque chose que j'espère qu'il leur restera pour la vie. C'est marrant que tu parles de cette anecdote-là juste après avoir parlé de toi et ton expérience justement dans ces cabanes, refuges un petit peu que tu avais pu expérimenter de ton côté. Quelque part, c'était peut-être cette transmission de toi, ce qui t'avait plu aussi, de leur transmettre et espérer peut-être que ça leur fasse Ouais. développer un certain attrait pour les sports de plein air déjà et puis aussi cette immersion dans la nature parce que c'est vrai qu'au Canada, on a cette chance de pouvoir être entouré d'une nature qui est quand même assez abondante et riche. Ouais, ouais. La Bretagne m'avait bien préparé parce que c'est une très, très belle région. Et la côte bretonne avec les îles et la mer. Donc, j'avais quand même déjà pas mal d'expérience avec le plein air. Mais l'hiver a été quelque chose de nouveau pour moi et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que je pratique énormément encore aujourd'hui. Ouais. Et ça t'a pas justement glacé ces premiers hivers parce que c'est vrai que la côte bretonne, elle a quand même Ouais. des hivers plutôt doux, hein, on va pas se cacher. Donc c'est vrai que c'est un peu deux salles, deux ambiances. Le Canada, il fait bien plus froid quand même. Oui, mais moi, en général, plus il fait froid, mieux c'est. Ah, Donc, ah, non, et une chose je trouvais que le climat humide de la Bretagne me convenait très peu, en fait. Physiquement, je me sens beaucoup mieux quand il fait froid, il fait sec. ça transperce moins les vêtements, comme on Ouais, dit. ouais. Ouais. Alors, du coup, l'enseignement, c'est une chose, mais il y a aussi quelque chose, on en a parlé brièvement au début de cette interview. Tu es, à un moment donné de ta vie, tu es devenu le directeur général de Choc FM. Comment c'est Alors, arrivé, c'est une belle question, ça, Nathalie, à laquelle je n'est-ce vais te pas? répondre maintenant. Eh bien, écoute, j'avais pris ma retraite et comme j'étais très occupé comme directeur d'école, je n'avais pas vraiment pensé à ce que je voulais faire lorsque j'allais avoir du temps. Et je suis allé à, je crois, une sorte de foire aux emplois ou quelque chose comme ça. Et je suis passé et à l'époque, Choc FM avait un stand et ils avaient un stand et ils cherchaient des bénévoles pour faire de la radio. Et c'est peut-être là que je me suis remémoré que ma mère me disait que j'allais probablement être un peu un journaliste un jour. Je dis, ben, j'aimerais bien faire une émission bénévole et c'est en fait une émission qui existe encore aujourd'hui, s'appelle C'est du sport. Oui, qui est reprise maintenant par Ouais, Cédric Angon tous c'est les ça, samedis ouais, à 11 ouais, heures. Oui, ouais, ouais. effectivement. Alors, elle a eu plusieurs formats. Au début, je la faisais avec un journaliste de Choc FM qui s'appelle Guillaume Touzel-Bonne, qui doit être encore un peu impliqué avec la radio. Alors, on faisait comme un dialogue. Il me posait des questions et moi, je répondais, tu vois. Alors, on avait abordé des thèmes tous sur le sport, le dopage. Je me souviens qu'on avait parlé de toutes les questions, pas vraiment des matchs ou des résultats, mais tous les thèmes qui entourent le Qui sport, tu vois. englobait, qui Ouais. entourait le C'est sport. ça, Ouais. ouais. Et puis et j'avais fait ce format-là. J'avais fait aussi un tandem avec une jeune stagiaire de France. On avait animé cette émission-là pendant un moment. Et puis tu as raison. Après, Cédric a pris la relève. Alors de bénévole, je suis passé il cherchait un directeur général pour Choc FM et j'ai postulé pour le poste. Je pense que peut-être parce que j'avais géré du personnel dans les écoles, des choses comme ça, et puis que j'avais une expérience avec la radio, ça a dû probablement jouer un peser dans la balance pour qu'ils me choisissent. J'étais donc directeur général pendant 2 ans, je crois. Puis je passais à autre chose. Mes parents ont été malades, sont décédés, donc je passais un
peu de temps, pas mal de temps en France à un certain moment. J'ai eu la chance justement d'avoir été en retraite et d'avoir pu consacrer du temps à mes parents lorsqu'ils étaient vraiment à la fin de leur vie. Donc, ce n'était plus vraiment faisable de m'occuper de la radio. Donc, c'est là à l'époque qui m'a suivi. Bien, c'est Zahira qui est venu et puis aujourd'hui Guillaume, tu vois. Donc voilà, donc de bénévole, animateur et puis ensuite directeur général. Mais j'aimais bien aussi quand j'étais directeur général, j'aimais bien animer pendant un moment, j'ai animé l'émission du matin parce qu'on n'arrivait pas à trouver personne pour bien C'est vrai que c'est un créneau plus difficile pouvoir à se lever gérer. à 6 heures du matin. Tu vois. Je me souviens qu'à un moment, je devais animer je crois que j'animais l'émission du matin et puis Guillaume animait l'émission de l'après-midi. Euh, voilà. Et puis, je vais continuer, ça va, le fil de ma Bien vie. sûr. Et puis, à un moment, l'appel de l'hiver, du ski, avec ma femme, on a décidé de quitter Toronto. Et donc aujourd'hui, on habite à Muskoka, qui est à peu près à 2 heures au nord de Toronto. J'enseigne beaucoup le ski de fond, pour un centre de ski dans la région de Barrie. Donc, on était un petit peu fatigué de prendre l'autoroute 400 tout le temps pour se rendre. Donc, on a décidé de se rapprocher de choses qu'on aime bien faire. On fait beaucoup de ski fond l'hiver, on fait beaucoup de kayak l'été. Et ici, là où on est maintenant, c'est vraiment à la porte. D'ailleurs, juste avant de pouvoir te rencontrer sur Zoom, je reviens de faire du ski, justement, parce que je peux le faire carrément à l'extérieur de la maison. Mais justement, nous, on a pu justement se rencontrer tout au long de la saison qui vient de se terminer, là, puisqu'on est en fin d'année, autour d'émissions du thème du sport, justement. C'est quelque Oui, chose qui est central oui, dans ta vie, j'ai oui, l'impression, toujours, parce toujours, que oui. tu parlais de ton enfance et de la voile. Mhm, Après, tu parlais de ski de fond, même d'amener justement les élèves que tu as mhm. pu avoir dans tes classes dans ce monde un peu du sport, de leur faire découvrir pas mal de choses. Ça a toujours été important pour toi, le sport? Toujours, toujours. Depuis très longtemps, la voile, quand j'étais vraiment jeune. Mes parents me mettaient à l'école de voile, tu vois, qui est une superbe organisation. Presque toutes les stations balnéaires en Bretagne ont une école de voile qui est vraiment affiliée à la Fédération française de voile. C'est très, très bien structuré, c'est superbement bien organisé. Donc oui, et puis comme moi j'étais breton, tu vois, à l'époque, les enfants des écoles étaient envoyés une semaine en plein air. Alors, pour nous, les Bretons, on nous envoyait à la montagne, tu vois. Et donc, j'ai passé du temps Ah, mais dans oui. les Alpes, ouais. Et puis, ils envoyaient, par exemple, les jeunes des Alpes plutôt en Bretagne pour faire de la voile. C'était superbement bien pensé comme système. Euh, et, euh, et puis, j'habitais à peu près à 10 minutes du stade qui s'appelait le stade de la Route de l'Orient à Rennes, en Bretagne. Donc, je me souviens avoir vu de très, très grands matchs de football à Rennes. Je me souviens avoir vu Platini, Poku, tous ces joueurs. J'essaie de me remémorer, mais c'est impressionnant. J'essaie de me remémorer les joueurs célèbres que j'ai vus jouer à côté de chez moi, en fait, dans ma cour. Donc, j'ai toujours été bercé par le sport, oui. Justement, s'il y a bien quelque chose un grand événement sportif qui va arriver bientôt au Canada, on vient justement de clôturer la Coupe du Monde 2022. Il y a bientôt Ouais. la prochaine. On y pense déjà qui se passera justement Mhm. à Toronto, pas seulement puisqu'elle sera divisée entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, mais Toronto est ville haute. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'excite malgré le fait qu'il va falloir prendre la route depuis le Muskoka pour venir à Toronto voir des matchs? Oui, je ne sais pas si je suis encore très, très fan d'aller dans les tribunes, mais je suis de très près, là, en fait, ce qu'on nous, les Européens, on appelle le football. C'est drôle parce que lorsque je suis arrivé en Amérique du Nord, je suivais religieusement les matchs de hockey et les matchs de NFL, de football américain, un petit peu le CFL, le football canadien. Et puis, il y a à peu près une dizaine d'années, je suis plus retourné vers le football
européen, probablement parce que les matchs sont très faciles à visionner aujourd'hui. Tu vois, lorsque moi je suis arrivé en Amérique du Nord, fin des années 70, début des années 80, c'était beaucoup plus difficile de voir des matchs, tu vois, à la télévision, par exemple. Aujourd'hui, Internet, tu peux voir ce que tu veux. Et je suis moins les sports nord-américains, alors qu'au début de ma vie ici, je suivais beaucoup. J'allais souvent au match des Maple Leafs, où j'ai même vu, je me souviens même en arrivant, tu vois, on parlait de l'année où je suis arrivé au Canada, je faisais des voyages à Montréal, je me souviens avoir vu en préparation d'un match des vedettes, des anciennes vedettes russes et canadiennes. Parce que tu vois, il y a eu une série en 1972, il y a eu une série entre le Canada et l'Union soviétique à l'époque, tu vois. Tous les Canadiens vont te parler qu'en 72, ils ont gagné la série contre les Russes, tu vois. Et en 78, 79, les vieilles stars canadiennes et russes sont revenues à Montréal pour faire un match de gala, tu vois. Et je me souviens avoir vu Lafleur, Tretiak, Larionov, tous les grands joueurs des années 70, début des années 70. Par hasard, je suis rentré dans le forum. À l'époque, c'était le forum. L'aréna de hockey a changé au Canada, à Montréal aujourd'hui. Et par hasard, je suis rentré. Souvent, le hasard fait énormément Les fait des tas de choses, ouais. choses. Hein, ouais, ouais. Donc, j'étais plus dans les sports, on va dire, nord-américains, alors que je suis plus les sports européens aujourd'hui. Alors, il y a une autre question qui me taraude parce que avant de commencer cette interview, tu m'as dit que ta vie, elle était à moitié en anglais, à moitié en français parce que ta Oui, femme parle anglais, elle est anglophone. oui. Du coup, je me demandais comment toi, tu as vécu ta francophonie et pourquoi la francophonie, au final, c'est toujours resté quelque chose d'important, toi qui as un peu le cœur entre l'anglais Mm, et le mm. français. J'ai toujours aimé les langues. J'ai toujours aimé le français, l'anglais. J'ai étudié l'italien. Je parle un tout petit peu l'allemand. Euh, donc, j'ai toujours eu cet intérêt pour les langues. En termes de francophonie, j'aime aussi l'histoire. J'étais un enseignant d'histoire lorsque j'étais au secondaire. Donc, je connais bien l'histoire canadienne. Je connais bien l'histoire de la francophonie en Amérique du Nord. Donc, ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours intéressé, par exemple, la défense des droits pour le français en Ontario, les combats que la communauté franco-ontarienne ont dû mener par le passé. Donc, cette connaissance, je pense, de l'histoire m'a naturellement impliqué dans la communauté francophone de Toronto. Lorsque je travaillais pour le conseil anglophone, j'étais moins impliqué, je connaissais moins de gens dans l'Afrique, mais en passant à Choc FM et au Conseil de Couleur Via Monde, évidemment, là, j'ai été complètement baigné dans la culture francophone de Toronto. Et justement, est-ce que tu penses que être francophone et vivre en français à Toronto, ça reste un défi? Euh, Jamais perçu comme un défi. Il faut faire un choix conscient. Hein, je sais que moi, lorsque je vais à la machine distributrice de billets, je choisis toujours français. Euh, Lorsque je fais mes papiers ou des choses comme ça en Ontario, je choisis toujours français. Même pour la banque, je choisis français. Euh, Parce que je pense que si on ne demande pas les services, faut rien prendre pour acquis, on pourrait les perdre. Et puis j'aime bien parler français. J'aime bien parler anglais, mais j'adore aussi parler français. Et avant de te laisser, Xavier, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui écoute cette interview et qui est peut-être sur le départ pour le Canada, Mm, qui, comme toi, a peut-être une proposition de travail à l'époque mm. et qui se dit, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui sait qu'il faudrait peut-être partir, mais qui n'a pas encore eu le déclic vraiment? Mhm. Euh, je, je pense que c'est un choix. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, la famille peut nous manquer lorsqu'on change de continent. Mais du point de vue professionnel, parce que je suis retourné en France 1 an, je ne te l'avais pas mentionné, en échange, tu vois. J'ai échangé d'emploi avec un enseignant ontarien, tu vois. Donc, on a échangé de maison Canadien. ouais, et de maison et d'emploi pendant 1 an.
Et j'ai donc connu, c'est la seule année où j'ai vraiment travaillé en France, tu vois, et les relations de travail sont très différentes. Donc, si c'est quelqu'un qui vient d'Europe, il n'y a aucune comparaison possible. Il y a beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de flexibilité. Les rapports sont très différents, sont moins, on a un moins sens aigu de l'autorité ou de la hiérarchie qu'il peut y avoir. C'est aussi beaucoup plus facile de faire son nid ici parce que on est tous de quelque part. Alors que lorsque tu vas en Europe, c'est plus difficile parce qu'il y a des gens qui sont établis, ils ont des relations familiales, des réseaux, alors qu'ici, bon, bah, tout le monde euh, est à peu près voilà, au même, est à peu près sur le même, Point de départ, on part même tous, égalité de ouais, c'est ça. chance, oui, ouais, tout à fait, oui, oui. Ne pas hésiter, surtout si tu es jeune, aucune hésitation. Ben, écoute, sur ces belles paroles pleines d'encouragement pour tous ces gens qui nous écoutent et qui peut-être ont envie de sauter le pas, merci beaucoup. Merci Xavier Merci à Ambert pour ce toi. super entretien. C'était vraiment un plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent, un projet rendu possible, je le rappelle, par le gouvernement de l'Ontario. À très bientôt Xavier. Merci. Salut.